Bienvenue à cette troisième énigme du vendredi. Toujours tirée du livre de Sandrine Mougeot, 16 énigmes de logique, menez l'enquête. Cette fois-ci, le capitaine Boczany et vous devrez résoudre un meurtre qui s'est produit lors du mariage de la propre nièce du capitaine. Et oui, vous allez voir, une histoire effroyable, une histoire tragique. Et bien plus encore que pour les deux premières énigmes, soyez très attentifs. Prenez des notes et, un petit conseil, peut-être même faire un plan des lieux s'il y a moyen. En tout cas, à présent, place à la lecture, bonne écoute, et on se retrouve juste après. Énigme numéro 3. Le mariage d'Anna tourne au cauchemar. Les prémices. Salle communale, Rozérieul, samedi 3 octobre 2009. En ce samedi 3 octobre, la fête bat son plein à la salle communale de Rozérieul. On y célèbre le mariage d'Anna, la jeune fleuriste du village, et de Gilles, le pharmacien. Les convives viennent de terminer leur cassolette de langoustine flambée au cognac et les conversations vont bon train en attendant le plat de résistance. C'est ce moment que choisit Anna, la jeune mariée, pour monter sur la scène afin de prononcer son discours de remerciement. Elle est resplendissante dans sa robe longue en soie sauvage couleur ivoire, aux côtés de son mari, Gilles, auquel elle a dit oui après 3 ans de vie commune et autant d'années de bonheur partagé. Malheureusement, à peine a-t-elle le temps de prononcer ses premiers mots qu'un épouvantable cri d'horreur se fait entendre dans toute la salle. Tout le monde se regarde interloqué. Vito, le frère d'Anna, se dirige vivement vers les sanitaires, d'où semble provenir le hurlement. Lui aussi pousse un terrible cri. Il vient de trouver un corps inanimé. L'enquête. Il est 21h30 passé. Comme à son habitude, accaparé par son travail, le capitaine Boczany s'apprête à passer la nuit sur l'antique canapé en cuir de son bureau, avachi, où il s'installe toujours pour réfléchir et où il finit en général par s'endormir sur le coup des 3 heures du matin. Son dernier dossier ouvert sur les genoux, il sort de sa poche son dictaphone numérique pour réécouter les dépositions des témoins concernant le fameux vol de bijoux de Madame S, lorsque le générique de l'inspecteur Derrick se met à résonner dans le bureau. Mathieu, un jeune lieutenant un peu potache, lui a installé cette musique comme sonnerie de portable, ce qui le hérisse au plus haut point. Le prénom Anna s'affiche sur l'écran du téléphone. « Merde !» jure Boczany à haute voix. Honteux, il vient de se rappeler que sa nièce devait se marier aujourd'hui. Naturellement, lorsqu'elle lui avait remis le faire-part, il avait déclaré qu'il serait absolument ravi d'être de la fête et qu'il ne manquerait ce grand jour qu'en cas d'absolue nécessité. Pouvait-on considérer que le vol des bijoux de la mère S entrait dans ce cadre? En toute honnêteté, pas vraiment. Boczany hésite à prendre l'appel, de peur que sa nièce ne lui reproche son inexcusable absence. Après tout, le répondeur fera l'affaire. Finalement, au bout de 3 sonneries, il décroche, refusant d'ajouter la goujaterie à la négligence. Il espère qu'Anna, d'heureuse nature, pardonnera son manque de délicatesse à son égard. À l'autre bout du fil, s'exprimant difficilement, la jeune femme demande à son oncle de venir de toute urgence. À sa voix, il comprend aussitôt que quelque chose de grave vient de se produire et se met en route sans attendre, non sans s'être fait rappeler le lieu de la noce qu'il avait oublié également. Entre le gyrophare hurlant et la pétarade du pot d'échappement de sa 206 fatiguée, l'arrivée du capitaine Boczany n'est pas des plus discrètes. Il plante sa voiture devant l'entrée de la salle communale où l'attend une personne endimanchée qui le presse d'entrer. « Enchanté, capitaine. Même si j'aurais préféré que cela se passe en d'autres circonstances, je suis vraiment ravi de vous rencontrer.
lance l'homme en tendant la main, sans cesser de marcher pour autant. « Vous savez, continue-t-il en serrant vigoureusement la main que lui tend Boczany, vous êtes un peu une légende dans la police. » Devant la mine légèrement étonnée de son interlocuteur, le jeune homme reprend. « Mais je ne me suis pas présenté. Lionel Triolet, lieutenant à la brigade des mœurs de Nancy. Votre nièce vous a appelé parce qu'un meurtre a été commis dans les toilettes. J'ai demandé à ce que personne ne sorte avant votre arrivée. »« Bon travail, lieutenant, » dit Boczany avec un paternalisme exagéré. « Vous allez me seconder dans cette affaire. Pendant que j'interrogerai les invités, vous effectuerez les démarches habituelles en cas d'homicide et vous veillerez à ce que toutes les personnes présentes restent à notre disposition. »« Avec plaisir, chef, » s'emballe Triolet. Boczany sourit en le regardant s'éloigner. On dirait lui, avec 20 ans de moins. Les sanitaires sont situés à droite dans le vestibule, lui-même séparé de la grande salle par un mur vitré. Pour pénétrer dans les toilettes, communes aux hommes et aux femmes, il n'existe qu'une seule porte, donnant accès à un petit espace avec lavabo et séchoir à main, en face desquels sont situées 3 cabines. Ayant constaté l'absence de fenêtres dans les sanitaires, Boczany peut immédiatement conclure que le meurtrier n'a pas pu s'échapper et qu'il se trouve forcément parmi les invités, puisque Triolet s'est bien assuré que personne ne sorte. Le corps sans vie de Margot gît en dessous du sèche-main. Une blessure est largement visible au niveau du cœur. Une cagoule blanche et un couteau de cuisine sont rapidement retrouvés dans la poubelle. Il ne fait aucun doute que le décès est dû au coup de couteau fatal dans la cavité cardiaque, ce que confirmera plus tard l'autopsie. Saisissant la cagoule de la pointe de son stylo, Boczany observe une entaille au niveau de la joue droite, avec présence de sang fraîchement émis. L'assassin est donc vraisemblablement blessé. Sans doute Margot s'est-elle défendue. En revanche, le capitaine ne relève sur la cagoule ni cheveux, ni traces de maquillage, ni odeur de parfum. Le capitaine repose la pièce à conviction et poursuit son examen des lieux. Il note la présence de sang et de fond de teint sur la poignée intérieure de la porte du WC numéro 1. Boczany pénètre ensuite dans la grande salle qui ne possède aucune sortie de secours, ni annexe, ni cuisine. Anna, toujours sous le choc et dont le maquillage a coulé en traces noirâtres sur ses joues, lui explique que les plats sortent en effet tout chauds de la camionnette du traiteur qui n'a plus qu'à les servir à table. « Ça aurait dû être le plus beau jour de ma vie !» se lamente-t-elle, tandis que Boczany griffonne rapidement un plan à noter sur son carnet. Lionel Triolet, parfait en jeune lieutenant zélé, vient faire son rapport. Lorsque Vito a annoncé que quelqu'un avait été tué dans les toilettes, la plupart des invités se sont affolés. Certains sont allés dans les vestiaires pour prendre leurs affaires et partir. Mais, comme je vous l'ai dit, j'ai su calmer tout ce petit monde et les retenir. Pendant que vous inspectiez les sanitaires, j'ai demandé aux invités si quelqu'un était en mesure de me donner des informations sur le meurtre. Tout le monde a répondu par la négative et déclaré n'avoir vu personne entrer dans les toilettes. Heureusement, continue Triolet en brandissant fièrement un caméscope, il y a ceci. Il s'agit du film de la soirée, qui couvre l'ensemble de la fête jusqu'au terrible cri. Il a été pris par Patrick, le caméraman, posté sur le côté de la salle. Dans les moments précédant le crime, on voit que la plupart des invités sont assis à table, servis par le traiteur et les 2 seules serveuses de la soirée. Anna, qui visionne plusieurs fois le film avec son oncle, note toutefois que cette personne ne figure pas sur cet enregistrement pendant les quelques minutes précédant l'épouvantable cri, à savoir son frère, Vito, ses cousines Martine et Juliette, ses 2 amies Isabelle et Ophélie, Patrick, le caméraman, et Margot, la victime. Comme les portes du vestibule vitré et de l'entrée de la salle étaient dans l'axe de la caméra, le capitaine peut constater que personne n'est entré ni sorti de la salle ou des toilettes dans les minutes précédant le drame.
Sur ordre de Boczany, le lieutenant Triolet libère tous les invités, ainsi que le caméraman, à l'exception des 5 personnes potentiellement coupables, que Boczany examine une à une. D'abord, Vito, le charmeur de ces dames, toujours agréablement parfumé. Quelques malheureuses égratignures dans sa barbe ne font qu'ajouter à son éternel charme. N'empêche que Boczany serait bien ennuyé si son propre neveu était un assassin. Ensuite, Martine, la cousine d'Anna, qui ne s'est pas maquillée pour l'occasion, offre un visage naturel à l'inverse de Juliette, Ophélie et Isabelle, qui semblent avoir un peu trop forcé sur le fond de teint. A priori, aucun d'eux ne ressemble à un tueur, mais l'expérience de Boczany lui a appris à ne pas se fier aux apparences, souvent trompeuses. Dégainant son dictaphone numérique, le capitaine interroge collégialement les suspects. « J'aimerais savoir où se trouvait chacun de vous au moment du cri. » Vito est le premier à répondre. « Je m'étais éloigné pour fumer, j'étais à côté de la grande plante verte. Je sais bien qu'il est formellement interdit de fumer dans les lieux publics, mais je ne voulais pas manquer le discours de ma sœur. » Martine indique qu'elle téléphonait dans le vestiaire au moment des faits, vestiaire où se trouvait aussi Juliette qui se refaisait une beauté. Ophélie répond à son tour. « J'étais en train de déposer mon cadeau sur la table prévue à cet effet. » Isabelle, enfin, qui semble effondrée, répond en sanglotant. « Et dire que ça s'est produit pendant que j'étais aux toilettes. Je n'ai pourtant entendu personne parler. C'est juste quand j'ai entendu crier que j'ai ouvert la porte et que j'ai vu Margot couverte de sang. Ensuite, je ne sais pas, je me suis évanoui. » « C'est vrai, » confirme Vito. « Isabelle était encore évanouie lorsque je suis arrivé dans les toilettes. » Le capitaine s'adresse ensuite plus particulièrement à Martine et Juliette. « J'aimerais que vous éclaircissiez pour moi un petit détail, mesdames. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir d'où provenait le cri alors que vous étiez les plus proches des toilettes? » « J'ai bien entendu un cri, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Comme je vous l'ai dit, j'étais au téléphone, » répond Martine. « Quant à moi, renchérit Juliette, je voulais d'abord retrouver les clés que j'avais fait tomber en prenant mon fond de teint au fond de mon sac. »« Et vous, Isabelle ?» reprend Boczany. « Pouvez-vous me dire dans quelle cabine des toilettes vous étiez ?»« Bien sûr, » répond l'intéressé du tac au tac. « J'étais dans la 3e. »« Eh bien, c'est parfait, » conclut le capitaine. « Je vous remercie tous les 5 d'avoir bien voulu répondre à mes questions. » Effectivement, pas besoin de poursuivre l'interrogatoire. Le perspicace capitaine Boczany a réussi à démasquer le coupable. Il a même retracé les faits et gestes du meurtrier entre le moment où il a commis son crime et l'arrivée du lieutenant sur les lieux. Et vous? C'est vrai ça, et vous? En tout cas, pauvre Anna. Allez-vous être capable, comme le capitaine Boczany, de trouver le meurtrier et de reconstituer ses faits et gestes? Vous le saurez dans 2 jours, à 20h, et ces 2 jours ne seront sans doute pas du luxe. Bonne recherche, et bien sûr, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important, et abonnez-vous. À dans 2 jours.